À Dora, ce qui m'a touchée, c'est le tunnel. Parce qu'on se disait qu'on marchait sur les pas de centaines de milliers de personnes qui sont mortes. Mais le truc le plus marquant, c'est sûrement d'aller dans la pièce des fours crématoires et de voir que c'est ceux qui ont réellement servi. Parce que j'ai un arrière-grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale et qui a été prisonnier dans 2 camps, dont un qui existe encore aujourd'hui, c'est le Stalag 17B. Et du coup, je voulais vraiment voir ce qu'il a vécu. J'ai ressenti de la peine, de la tristesse. Euh, c'est de savoir que là où on a été, il y a des personnes qui ont vécu des choses horribles. Alors Dora, c'est un peu particulier parce que c'est un camp autonome. Hein, vous avez vu qu'il y a des camps autonomes, et puis il y a des commandos. Vous avez vu que l'association s'appelle E-Commando. Donc Buchenwald avait une centaine de commandos différents. Ça pouvait être une ferme, mais des usines d'armement, etc., etc. Et donc il y avait Dora. Mais Dora a pris beaucoup d'importance à la fin de la guerre, donc on va dire à partir de 1944, hein, puisqu'on fabriquait, les Allemands étaient très 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 en avance, on fabriquait des fusées V1 et V2. Donc les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hitler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés cacher la fabrication. Et vous allez voir des tunnels absolument immenses, puisqu'on pouvait passer des trains, 2 voies ferrées à l'intérieur du tunnel. On dit de Dora que c'était le cimetière des Français. Ça, c'est notre modèle qui nous aide un peu à mieux comprendre la structure du camp de concentration. Donc, il y avait ici les baraques des SS ou des autres gardiens. Vous voyez ici, à droite, ça c'est la clôture de fil de fer barbelé électrique. Donc, ça c'était le camp de détenus. Donc, vous voyez ici la gare et tous les rails et 2 entrées dans le tunnel. La première demi-année se passe devant le tunnel et dans le tunnel. Donc, les détenus, les prisonniers, ils doivent dormir dans le tunnel. Donc, c'est exceptionnel en brutalité, en inhumanité. Le système au milieu et tous les petits tunnels à gauche et à droite, on a une longueur à peu près entre 14 et 15 km. Donc, à peu près 15 000 détenus, mais seulement 5 000 travaillaient plus tard à la fabrication. Et il y a aussi des récits
où les survivants écrivent parfois, ils ont uriné sur des pièces, de l'électricité par exemple. Le but. Donc le but était de travailler assez lent pour se reposer aussi, mais pour pas fabriquer très vite ces armes, parce que les détenus ils ont eu une idée ce qui se passait après avec les missiles, parce que les missiles les Allemands ils ont jeté par exemple à Londres, aussi à Paris, à d'autres métropoles européennes. Donc ils avaient l'idée que les missiles les Allemands les utilisent contre leur famille. Mon papa était à Dora. Toute ma famille paternelle a été arrêtée. Donc mon grand-père était à Buchenwald avec mon oncle. Et ma grand-mère a été à Ravensbrück. Ravensbrück, c'était le camp des femmes. Il n'y a que mon père qui est revenu. C'est parce que mes grands-parents, ils avaient 3 fils. Et il y en a un qui aimait bien, qui était, à la base il était électricien, mais il aimait bien la mécanique dans les avions, dans les avions. Et quand la guerre s'est déclarée en 1939, il a voulu s'engager dans l'armée de l'air, donc à 19 ans. Et à un moment, le général de Gaulle, il a voulu envoyer des pilotes un peu sur tous les fronts. Donc avec plusieurs pilotes, c'était une quinzaine, ils ont quitté l'Angleterre pour rejoindre le front russe. Et malheureusement, en avril 1943, il est tombé dans les lignes allemandes. Son avion a été abattu. Et du coup, il y avait un général allemand qui avait dit, c'était le général Kettel, pour tout pilote pris, pilote français, on arrête les familles en France en représailles. Donc en avril 1943, il est tombé dans les lignes allemandes, il est mort. Et en septembre 1943, toute ma famille a été arrêtée. C'était le 27 septembre 1943, la Gestapo a débarqué chez mes grands-parents. Donc il y avait mes grands-parents plus un autre fils. Ils les ont emmenés. Et mon père, lui, il a été arrêté dans une autre commune, à Neuchâtel-en-Bray, où il devait travailler là-bas. Il était hospitalisé pour un abcès au pied avec de la fièvre. Lui, il a été arrêté par un feldgendarme. Et ils sont arrivés en janvier 1944 à Buchenwald. Février 1944, mon père a été dirigé sur le camp de Dora. Donc mon père a eu la dysenterie, il a eu l'aide de camarades qui l'ont soutenu. Et le soir, les Allemands faisaient des haltes dans les fermes. Et mon père en a profité, il s'est caché dans la paille. Et par chance, le lendemain, tout le monde est reparti, personne ne l'a cherché. Et après, c'est les Russes qui sont arrivés et qui ont organisé le rapatriement.
les tentatives de fuite du centre de ce camp des détenus étaient pratiquement impossibles. Vous voyez à gauche et à droite la place d'Appel. Et il y a presque toute l'Europe ici dans le camp de concentration. La minorité était allemande, donc que 5%. Tous les restes étaient de la France par exemple, de la Pologne ou des pays soviétiques, donc des homosexuels par exemple, aussi des juifs, mais les juifs n'ont pas un grand rôle dans ce camp de concentration. Il arrive plus ou moins à la fin des années 44 et au début de 45. Sur cette place Appel, il y avait 2 fois par jour ce sorte de comité des détenus, mais les détenus ils doivent réagir à leur numéro, répondre. Ils doivent dire « je suis là », faire un appel, c'est rester comme ça, plus ou moins militarisé, des rangs 5 à 5 personnes, pas bouger comme nous le ferons. Donc rester juste strict et attendre son numéro. Et il ne faisait pas les SS, et pour eux c'était égal combien de temps cet appel durait. On va procéder à une minute de silence, s'il vous plaît. Il y a des jours où il y a entre 20 jusqu'à 100 personnes. Nous irons dans un camp extérieur qu'on appelle un commando, qui s'appelle Elrich-Julius-Hütte, qui se situe au nord de Nordhausen. Ils travaillaient dans des conditions d'hygiène catastrophiques, dans des bâtiments délabrés, que vous verrez quelques restes de l'ancienne plâtrerie. La plupart des détenus étaient astreints aux travaux forcés, obligés de creuser des galeries. D'autres étaient contraints de travailler pour les entreprises artisanales d'Elrich. Et demain,
nous serons accueillis par une gentille dame qui s'appelle Inge Eisenecher. Cette dame nous accueillera avec cette fille. Pourquoi Inge ? En fait, ce n'est pas elle la vraie responsable, c'est son mari. Parce qu'il y a une très très belle histoire d'amitié entre le mari d'Inge, Gerhard, qui était apprenti dans une charpenterie, et un prisonnier français, Bobby. Le 9 avril 1944, 37 Français arrivent à Julius-Hütte. Ils sont déjà passés par Buchenwald, Dora et Hartzungen. L'un d'eux s'appelle Robert Lançon, après il a pris le nom de Bobby. Il a 20 ans et est le cadet des 7 détenus affectés à la charpenterie d'Ellery. Robert Lançon est très jeune, décharné et complètement affaibli. La pause déjeuner rassemble les hommes de la commune, mais aussi l'apprenti Gerhard Eisenecher, qui à l'époque avait 16 ans. Les uns déballent leur pain, les autres n'ont rien. Le regard de Gerhard Eisenecher rencontre celui de Robert Lançon. L'apprenti donne un morceau de pain au détenu et à partir de ce moment, il partagera tous les jours son repas avec lui. À la fin de la guerre, Robert est le seul détenu de Saint-Claude à revoir sa région natale. Plus tard, il répétera plus d'une fois « Gerhard, je te dois ma vie. Grâce à toi, j'ai survécu à l'enfer de Julius-Hütte. » Le crématorium. Les morts ont été incinérés au crématorium au cours des dernières semaines précédant l'évacuation. Tout d'abord, les SS transportèrent les cadavres en camion jusqu'au camp principal de Dora. Comme le nombre de morts augmentait sans cesse, ils firent construire à Elrich un crématorium par les détenus. Dans le bâtiment en briques d'un seul niveau se trouvait un incinérateur de la firme Top & Son de Erfurt. Le crématoire entra en service au début de mars 1945. Environ 1000 cadavres y ont été brûlés jusqu'à l'évacuation du camp début avril 1945. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen interessanten und lehrreichen Aufenthalt. Je vous souhaite encore un séjour intéressant et studieux. Und lassen Sie uns in Freundschaft verbunden bleiben. Et restons unis dans l'amitié franco-allemande. Ja, das ist da. Also, nee, aber du kannst hier viele. Ja, der bringt einen Film. Et elle espère fêter ses 100 ans. Alles schön. Au revoir. Merci. Au revoir. Et donc ici où on marche, partout où vous allez marcher, vous marchez sur des morts. Je ne veux pas faire dans le sordide, mais il y a eu des morts.
Maintenant, il faut qu'on continue. Et là, ça va être plus difficile parce qu'en effet, partout où vous êtes, là, rendez-vous compte, les wagons arrivent, les SS sont là avec leurs chiens, font sortir les gens, la schlag et tout, et les chiens qui mordent les déportés qui sont là, évidemment, parce qu'ils sont élevés pour ça. Voilà. Et il y en a déjà qui meurent. Enfin, il y a déjà les morts dans le wagon, vous imaginez, puisqu'ils étaient jusqu'à 130 dans les wagons, alors qu'on mettait que 8 chevaux. Et donc c'est quand même très difficile. Bon. Donc, du coup, on se trouve devant la porte d'entrée du camp. C'est un des premiers bâtiments qui a été construit. Il a été fait en 1937 par les déportés. Tout ce que vous allez voir à l'intérieur, tous les bâtiments que vous voyez, ça a été construit par les déportés. C'est eux qui ont entièrement tout créé. Donc vous voyez l'heure qui est arrêtée à 15h15, que vous savez pourquoi. Ceux de Dieppe où je suis allé faire une réunion, vous devez savoir, je vous l'ai dit. C'est l'heure où ils se sont délivrés, non? C'est ça. 15h15, c'est à l'heure à laquelle où les déportés se sont libérés. Parce qu'il faut savoir que Buchenwald, ce n'est pas les Alliés qui les ont libérés. Ils étaient à quelques kilomètres, effectivement, mais pour éviter une évacuation et beaucoup de morts, parce que les Allemands auraient fusillé, assassiné l'ensemble des détenus qui ne pouvaient pas partir, les déportés ont pris les armes et se sont libérés eux-mêmes. Et donc 15h15, c'est l'heure symbolique à laquelle où le drapeau nazi est tombé et que c'est le drapeau de la libération qui a flotté au-dessus. Donc là à gauche, vous allez pouvoir aller le visiter tout à l'heure, c'est le bunker. Le bunker, ça veut dire prison en fait en allemand. C'est la prison du camp. C'est une prison dans la prison. Donc à l'intérieur, c'est bien souvent géré par la Gestapo et toutes les pires exactions étaient commises, torture, matraquage, toutes sortes de sévices. Bâtiment des arrêts, bunker, construit en 1937. La prison du camp, appelée bunker, a été le lieu de torture le plus terrible du camp de concentration de Buchenwald. À partir du mois de février 1938, les cellules étaient occupées par des détenus qui devaient y rester plusieurs mois, quelquefois. Pour beaucoup, ce calvaire se terminait par la mort. La cellule numéro 1 était destinée aux détenus qui y passaient leur dernière heure avant d'être exécutés au crématoire. Alors, dans cette cellule-là était enfermé un prêtre, c'était un prêtre autrichien qui s'appelait Otto Neururer. Alors lui, il a déconseillé à une jeune femme de faire un mariage religieux avec un notable nazi, divorcé et âgé de 30 ans de plus qu'elle. Et aussitôt, il a été arrêté par la Gestapo le 15 décembre 1938. Mais lui, il a vraiment été torturé d'une façon abominable. On dénude Otto Neururer et on le pend par les pieds. Il meurt après 34 heures d'agonie par un excès de sang dans le cerveau. Il ne voulait pas saluer le drapeau militaire. Chaque camp allemand avait sa spécificité. Ça dit quoi? Travailleurs en libre, ça c'est Auschwitz, Arbeit nach frei. Et pour Buchenwald, c'est Jeden Baslein, ça veut dire à chacun son dû. Donc entre guillemets, à chacun son dû. Donc entre guillemets, ça veut dire que s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité.
Ça, c'est la fosse aux ours. En fait, il y avait 2 ours ici. Parce qu'il y avait, en fait, c'était un complexe. Là, il y avait un mini parc zoologique. Il y avait des daims, des renards. Et il y avait 2 ours. Et en fait, même les déportés pouvaient venir à la rigueur ici, moyennant un financement. Et c'était aussi ouvert à la population de Weimar. Ils pouvaient monter ici pour voir. Mais derrière, il y a le camp, quoi. Donc, ils ne peuvent pas nier l'existence du camp. Je disais que le camp qu'on a visité, là, donc Buchenwald, il était encore plus poignant et plus intense que celui de Dora. Parce que là, on a les infrastructures et on permet en fait de s'imaginer ce que les déportés y vivaient. Et voilà. Le trou qui est ici, en fait, ça a été creusé par les déportés pour extraire la pierre. Et les SS les appelaient les chevaux chantants. Parce qu'en fait, tout en travaillant, ils étaient obligés de chanter. Et toutes les pierres qui étaient extraites devaient remonter à l'entrée du camp. C'est ce qui a servi à construire, entre guillemets, le quai de gare aussi que par là où on a commencé. Et ils avaient un temps imparti pour remonter. Il y en a certains à qui je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait un temps imparti pour remonter. Donc si vous preniez une trop petite pierre, vous redescendiez, vous recommenciez. Si vous en preniez une trop grosse, que vous la lâchiez, vous étiez battu ou assassiné. Donc il fallait trouver le juste milieu pour avoir assez de force pour la remonter. Un peu émouvant de voir tout ça, parce que voir ce que ces pauvres gens ont subi, voir le malheur qu'ils ont pu avoir. Comme hier à Dora, on a pu voir dans le tunnel. Là, on a pu voir le climat, qu'ils ont pu nous expliquer que c'était un endroit, l'hiver très froid et l'été très chaud. Et voilà. Donc on se trouve ici devant le crématoire. Est-ce que vous vous rappelez l'ouverture du camp? En quelle année il a été créé? Allez-y. 1937. Ok, donc en fait à partir de 37 jusque dans les années 40, il n'y avait pas de crématorium ici. Donc tous les corps étaient descendus à la ville de Weimar pour être incinérés. Et le crématorium a été créé dans les années 40. Donc en fait les fours crématoires ont été créés ici. Et ils ont servi de prototype. C'est les premiers qui ont servi de prototype pour le camp d'Auschwitz en fait. C'est eux qui ont servi de modèle pour savoir si ils étaient opérationnels pour faire de l'exécution en masse. Donc ici, on rentre dans la salle de dissection. C'est ce que je vous expliquais en fait.
On prélevait la peau, les prothèses éventuellement, et on arrachait les. Il faut savoir qu'en fait, encore une fois, les déportés, c'était de la main-d'œuvre, et c'est également. C'était considéré plus bactère, donc il fallait une rentabilité. C'était vraiment, il n'y avait aucune humanité pour eux. Donc on leur arrachait les dents, et on les dépeçait en fait pour faire de l'argent. Vous avez le logo en fait de Topf-Zune qu'on a vu à Fort. Ça c'était leurs initiales. Ici c'était une entreprise privée et ici on parle de la responsabilité de la société civile, des entreprises et des propriétaires des entreprises et des techniciens pour ces crimes, contre l'humanité. Alors, quelle est la responsabilité des entrepreneurs, des techniciens qui développent une technique pour tuer des gens? Et donc, ici, on explique comment il faut utiliser ces fours crématoires qu'on a construits spécialement pour des grandes concentrations comme Buchenwald. Et pendant votre visite Buchenwald, vous allez voir un tel four crématoire de La marque des fours, tu vois, tu retrouves ce qu'on a vu à l'airport. Okay. Donc là, vous êtes dans la salle des crochets, on l'appelle la salle des crochets. Les cadavres arrivaient, alors normalement morts, mais peut-être encore un peu de vie parfois. Hein. Donc ils arrivaient par la trappe qui est ici. Et puis, comme il y avait beaucoup de corps, on accrochait dans la tente un peu les déportés par, vous savez, là, au niveau de là, le trou qu'on a là, ici un peu, là. Voilà, par là, comme ça, on les accrochait. En attendant, parce qu'il y avait tellement de gens à la crémation, qu'il fallait mettre là, ici, un peu, sur ces murs, là, et ils montaient par le mont de charge, là. Alors, vous imaginez que c'était des déportés eux-mêmes qui faisaient ça.
forcé contre un forcé. Donc c'était très 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 difficile pour tout le monde. La salle des crochets en général, ça fait partie de l'horreur maximum. Hein. Alors déjà, je m'attendais à voir des choses qui allaient me marquer et forcément être triste. Je m'attendais pas à que ce soit la joie non plus. Et, euh, et, et du coup, de voir le camp, de voir le vrai endroit où tout s'est passé, c'était vraiment super intéressant et aussi triste parce que bah, forcément, c'est horrible de voir chaque endroit, de s'imaginer les déportés, les nazis, etc. Bah, je vais ressortir en me disant, bah, même si c'est dur, je l'ai fait. Que, bah, il faut entretenir le devoir de mémoire parce que, en fait, si on oublie, on reproduira nos erreurs passées. Toutes ces horreurs commises par l'Allemagne nazie nous servent d'exemple pour dire que, en soi, ça pourrait arriver dans le monde actuel et qu'il faut tout faire pour l'empêcher. Toi, ça t'a enrichi de venir. Est-ce que du coup, tu vas en parler plus facilement autour de toi? Comment tu vois les choses maintenant? Bah, mon père, il aime bien l'histoire, tout ça. Du coup, bah, on parlait un peu avec lui. Et bah, en cours, si on se parle de ça, au moins, j'aurai plus d'infos. Tu pourras te dire j'y étais. Oui, voilà. On parle de devoir de mémoire. Est-ce que tu vas en parler autour de toi? Oui, je pense surtout à ma grand-mère qui est née pendant la guerre, du coup la Seconde Guerre mondiale, en 1940. Elle m'en a beaucoup parlé comme elle a des amis juifs. Et du coup, je pense que je vais en parler pour faire pour la mémoire. Et je vais aussi en parler à mon collège, parce que c'est important. Bah, pour pouvoir partager avec les personnes qui n'ont pas eu la chance de venir parce que c'est quand même une chance d'avoir pu venir. J'ai beaucoup aimé ce voyage, ça m'a appris énormément de choses sur un plan culturel et on va dire psychologique. Qu'est-ce que tu recherchais de ce séjour? Bah, moi, je recherchais l'envie de savoir pourquoi ils ont fait ça et dans quel but surtout. Et ça m'a intéressé parce qu'à chaque fois, mes parents me racontaient des histoires de leurs grands-parents, tout ça. Et je voulais savoir comment ils ont vécu ça et dans l'horreur. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Moi, je veux dire que franchement, faisons la paix. Faut pas que ça recommence. C'est vraiment horrible. Surtout qu'au final, Hitler s'est suicidé et des centaines de milliers de personnes sont mortes dans d'atroces situations. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, s'il n'y aurait pas Hitler, on serait beaucoup plus.